Indianapolis 37, septembre 1985. En couverture, Mel Gibson pose en compagnie de Tina Turner à l'occasion du troisième Mad Max, co-réalisé par George Miller et George Ogilvy. En interview, Miller ne donne d'ailleurs que très peu de détails sur cette cohabitation forcée et ne revient à aucun moment sur le décès de son associé de toujours Byron Kennedy. Le cinéaste s'attarde en revanche sur le tempérament de feu de Mel Gibson, mais aussi sur son évolution en tant qu'acteur depuis le premier épisode. Dans sa longue critique, JPP note surtout l'originalité et la prise de risque de ce troisième opus. Plusieurs articles et effets spéciaux complètent le sommaire de ce numéro 37. Un nouveau portrait de Ed French, déjà, après les entretiens des numéros 30 et 33, où l'on parle très clairement d'une mutation assez dangereuse des conditions de production des effets de maquillage sur le sol américain. Retour en France ensuite avec une interview fleuve de Pascal Pinto, partageant alors son temps entre journalisme et trucage, notamment ceux du générique d'ouverture de Temps X. There is a balance to the universe. The struggle to maintain that balance is the stuff of legends. For there can be no good without evil, no love without hate. Life needs death. Innocence creates lust. There can be no heaven without hell, no light without me. I am darkness. Legend est clairement l'un des grands événements de 1985, puisqu'il marque le retour de Ridley Scott après les chocs d'Alien et Blade Runner. Si Denis Tréhin émet de vraies réserves scénaristiques, il ne manque pas de vanter les qualités esthétiques du long métrage, le rapprochant du segment La nuit sur le mont Chauve de Fantasia. Le journaliste émet en conclusion l'espoir d'interroger un jour le maquilleur Rob Bottin, créateur du sublime Darkness, et de ses compagnons gobelins. En compagnie de JPP, Tréhin a tout de même la chance de s'entretenir avec Scott en personne. Ce dernier revient sur les défis du tournage, notamment la création onéreuse des décors, sa collaboration avec Rob Bottin et Jerry Goldsmith, et se souvient brièvement de ses années passées à la BBC et dans le monde de la publicité. Pour contrebalancer l'ambiance conte de fées de Legend, Mark Tulek se fend d'un dossier de 8 pages sur le cinéma gore, l'occasion de parler, photos rougeoyantes à l'appui, de Cannibal Holocaust, Cannibal Ferox, Reanimator, Le Jour des Morts Vivants, L'Au-delà, Anthropophagus et 2000 Maniacs. Toujours partant pour défendre son art, Ruggero Deodato répond aux questions du journaliste sur 2 pages. Les rubriques habituelles concluent ce numéro. Dans les griffes du cinéphage, Runaway l'évadé du futur de Michael Crichton et Starman de John Carpenter écoquent du même nombre de feuillets que Vendredi 13 numéro 5, Wild Beasts, Marathon Killer, Le Dernier Dragon et Conqueror. Pale Rider est un peu mieux loti, Denis Tréhin vantant les mérites du dernier Clint sur une page entière. Dans Avant-Première, on nous parle de Cocoon, Future Cop, Daryl et des Goonies. Dans Vidéo et Débat, Alain Petit rembobine Chud, La Forteresse Noire, Element of Crime, Conan le Destructeur, New York 2h du matin et Kuro. Dans Mad Music, Eric Pigani encense la BO de La Forêt d'Émeraude, qualifie les orchestrations de Rambo 3 de lourdes et piétine littéralement le phénoménat de Gobelin. Passé une avant-première du second festival du Super 8 fantastique avec des titres comme The Last Shuttle de Jimmy Frachon et Animation de Thierry Ardillet, on apprend dans les notules que Harrison Ford va reprendre son rôle d'Indiana Jones, que Toby Hooper va réaliser Spider-Man pour Canon, que Tom Mankiewicz écrit Batman pour Warner et que Jack Sholder va tourner la suite des Griffes de la Nuit. Enfin, un 3e et 4e de couve, l'affiche de The Beast with a Million Eyes et une pause promo de Tina Turner et Mel Gibson pour Mad Max au-delà du dôme du tonnerre.